Salut! Salut Christina! Coucou! Salut Islande! Hello tout le monde! Hop, je vais juste épingler le titre, si je peux faire ça. Si je veux bien me laisser. Comment ça marche? Je sais pas comment ça marche. Bon, bah écoutez, on se retrouve ce soir pour parler de mon licenciement. Bon, ça, je suis pas trop malheureuse, mais je vais vous en dire un peu plus tout de suite. On va attendre tranquillement que tout le monde arrive. J'espère que tout le monde, ça va. Salut Sylvie. Coucou tout le monde. Salut Mariam. Mariama, pardon. Salut Grace. Merci. Merci Islande. Il est 21h, donc on commence. Pas de raison de vous faire attendre. Écoutez, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors, j'avais envie de vous parler parce qu'en fait, il y a pas mal de choses qui changent dans ma vie en ce moment. Et du coup, ça va forcément un petit peu impacter Check Ta Paye et le temps que je pourrais accorder en fait à Check Ta Paye. Et du coup, c'est parce qu'il y a eu un licenciement dans mon entreprise, un plan de licenciement. Coucou les filles, coucou tout le monde. Tu captes mal. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous avez des problèmes? Vous m'entendez plus? Je sais pas, moi j'ai pas l'impression que la... Sinon j'enlève le wifi. Attends. Là ça va mieux, j'ai enlevé le wifi. Ok, super, top. Merci les filles. Merci tout le monde, les garçons aussi. Alors, je disais donc qu'il y a eu un plan de licenciement dans ma boîte. Je vais repartir du début, pardon. Je ne sais pas si vous le savez, mais moi, ça faisait pas très longtemps que j'ai été entrée dans l'entreprise. Je suis rentrée en février 2020. Du coup, forcément, quand on rentre dans une nouvelle boîte, on est content, on est excité, c'est un nouveau défi. C'est une nouvelle aventure et moi, j'étais vraiment dans ce mood-là. Et donc, franchement, je sais pas vous, 2020, mais 2020, c'était chaud un peu pour tout le monde. Du coup, je commence en début février 2020 et un mois après, confinement. Confinement, et comme je vous disais dans le post là où je dis pourquoi la première année de boulot, c'est la plus risquée, c'était un confinement qui était dur pour moi parce que du coup, fallait que je bosse, mais en même temps, j'avais les enfants à la maison. Mais vu que je venais d'arriver et que j'étais en période d'essai, donc période d'essai de 4 mois, et en plus, on m'avait dit dès le premier entretien, non mais vous savez, nous, la tendance, c'est de toujours renouveler la période d'essai. Donc, je savais qu'il y avait 8 mois de période d'essai qui allait se suivre. Et du coup, je me suis dit, je peux pas m'arrêter, même s'il y avait l'arrêt garde d'enfants pour rester à la maison, etc. Il y avait énormément de boulot. Nous, on était dans l'informatique. Et du coup, il y avait énormément de boulot et du coup, je pouvais pas m'arrêter. Donc, j'étais avec les enfants. Je me rappelle, il y avait tout le boulot, etc. Et puis, on entendait les enfants parler, etc. Donc, c'était l'enfer. Enfin, toutes les mamans, les papas là, qui ont bossé pendant le confinement me comprennent, j'imagine. Donc, c'était pas facile du tout. Mais bon, déjà, c'est le premier couac, on va dire, de 2020. Mais j'avance, j'arrive jusqu'à fin avril, fin mai. Et j'attendais du coup un entretien parce que normalement à la fin de la période d'essai, on est censé avoir un entretien vers la fin de la période d'essai pour nous dire qu'il va être renouvelé. Moi, j'en ai pas eu. Du coup, en juin, j'ai un petit entretien avec mon responsable et je lui demande, du coup, j'ai pas eu d'entretien, donc je suppose que ma période d'essai est validée. Il me dit, si je vous ai rien dit, c'est qu'elle est validée. Ok, top. Et fin juin, là, on apprend qu'il y a des rumeurs et au final, on finit par en parler à notre chef. Et on nous dit que le produit sur lequel je travaille, parce que moi je travaille sur un logiciel de paye qu'on installe chez des clients dès qu'ils choisissent de changer logiciel. Et j'apprends que ce logiciel de paye, on va arrêter d'investir dedans. Alors c'est un peu une phrase qui veut rien dire parce que quand on arrête d'investir dans un logiciel, c'est quelque part qu'on le laisse mourir. Et nous, vu qu'on travaille au projet, c'est des clients en fait qui vont investir beaucoup d'argent, des centaines de milliers d'euros dans un logiciel.
leur dire on investit dans un logiciel qui est en train de mourir, c'est un peu bizarre. Donc là, on a commencé à dire ouh, ça pue. Et moi, ça faisait 4 mois que j'étais là, donc j'étais en mode ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Mais bon, l'été se passe, on part en vacances, on revient. Et en septembre, là, c'est vraiment le coup près qui tombe. On nous annonce qu'il y a une super réorganisation et que tout le service projet est supprimé. Il n'existera plus dans la nouvelle organisation. Et du coup, on va supprimer 70 postes. Mais on ne sait pas quels sont les postes. Donc là, nous, on se doute un petit peu de quels seront les postes, mais on n'a pas de certitude pour savoir est-ce que moi, en tant que tel, je suis licenciée ou pas. Et on sait juste qu'il y a 70 postes supprimés et que dans le panel, en fait, il y a 200 personnes qui sont potentiellement concernées par ces suppressions de postes. Donc moi, j'en faisais partie forcément. Donc ça, c'est la suppression des postes au projet. Et en plus, on nous confirme l'arrêt du produit sur lequel je travaille. On me dit que non, finalement, là, il est définitivement arrêté et que à partir de janvier, on ne va plus installer de nouveaux logiciels chez aucun de nos clients. Donc nous, on a, ça veut dire du boulot jusqu'à janvier. Et après, on n'a plus du tout de boulot parce que c'était un peu notre objectif. Donc là, on est en mode waouh, le ciel nous tombe sur la tête. Moi, ça faisait donc peut-être 8 mois que j'étais là. Je me dis ok, j'ai plus de taf quoi. Mais en fait, on sait pas trop où on va parce que vu qu'on sait pas si on sort ou si on sort pas, on est obligé de s'adapter. Donc au début, il y a beaucoup de phases où on a beaucoup d'informations. On a les syndicats qui viennent nous parler, on a la direction qui nous parle. Et la première phase, enfin, je sais pas si vous avez déjà vécu des PSE. Dites-moi du coup en commentaire si vous en avez déjà eu. Mais la première phase, en fait, c'est vraiment beaucoup d'informations en fait qui tombent sur la tête. Et notamment la phase de négociation où ils vont expliquer combien est-ce qu'on va mettre dans le package pour les gens qui vont partir. Parce que les gens qui vont partir, on essaie de leur négocier des conditions favorables pour pas qu'ils se retrouvent sans rien. Et du coup, il y a une espèce de bras de fer entre syndicats et direction, pour faire en sorte que on ait les conditions les plus favorables possibles et la direction pour faire en sorte que elle sorte le moins de sous possible ou que ça lui coûte le moins cher possible. Non, et du coup, je pense que ce soir, je vais apprendre plein de choses. Ouais, je te confirme parce que franchement, moi, j'en ai appris pas mal aussi pendant ce PSE. Du coup, ils appellent ça un PSE, un plan de sauvegarde de l'emploi, parce que l'objectif, en fait, ce qu'on nous explique, en tout cas, ce que la direction nous explique, c'est qu'au final, ils vont essayer de préserver un maximum les emplois et leur but, c'est de faire en sorte qu'il y ait le moins de licenciements possible. Du coup, ils vont nous proposer des alternatives et une des premières mesures qu'ils vont mettre en place, c'est le gel de toutes les embauches. Ça veut dire qu'en fait, tous les postes qui sont à pourvoir dans l'entreprise, ils sont complètement gelés pour les personnes dont les postes sont menacés et pour qu'elles puissent les étudier et éventuellement postuler. Et elles sont prioritaires pour intégrer en fait ces postes-là. Donc là, vraiment, tu vois, t'as cette information-là. Donc en interne, quelles sont les offres? Et malheureusement, vu qu'on sortait un petit peu du confinement, on n'était pas tout à fait non plus dans une bonne période. Et en plus, en octobre, il y a eu le deuxième confinement qui est encore arrivé. Il n'y avait pas énormément d'offres d'emploi dans la boîte, même si j'étais quand même dans une grosse boîte. Du coup, moi, j'ai pas vraiment trouvé des offres qui m'intéressaient beaucoup, mais je me suis quand même rendu compte pendant cette période-là, qui était un peu bizarre, que même entre salariés, tu vois, ça devenait assez bizarre dans le sens où personne n'osait vraiment dire moi je veux partir ou moi je veux rester. C'était un peu étrange. Genre, quand tu demandais est-ce que tu restes, est-ce que tu pars, les gens ils parlaient un peu chinois ou un peu la langue de bois dans le sens où forcément si même tu as envie de partir parce que peut-être tu as un projet, vu que t'es pas sûr que tu vas partir, les gens ils osent pas dire oui je veux partir et puis se dire ah ma mince finalement au final je reste. Comment la direction va le prendre que j'ai dit aussi fort que j'avais envie de partir. Donc c'était une atmosphère un peu bizarre. Et ensuite, par rapport au poste qu'il y avait à pourvoir, il y avait des gens qui connaissaient quelqu'un dans le service où ils avaient envie d'aller. Donc, il y avait pas mal de copinage. C'était assez politique comme ambiance. Et à côté de ça, on avait toujours beaucoup de boulot. Donc, il fallait bosser et les clients ne devaient surtout pas être au courant qu'il y avait un PSE. Donc, c'était vraiment une ambiance très, très bizarre, pas super cool pour bosser. On était assez stressés parce qu'on savait pas, en fait. C'était vraiment de l'incertitude. On savait pas où on allait aller.
Et donc, bon, au final, moi, je me suis à un moment donné posée, je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu as envie de faire? Parce que certes, il y avait peut-être des opportunités en interne, mais il faut savoir que moi, la paye, les RH, vous voyez sur ma page, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, ça me passionne. Et j'avais pas vraiment envie d'aller sur un autre logiciel, sachant que les autres logiciels, ça aurait été de la gestion commerciale, de la finance, etc. Quelque chose qui s'éloignait de ce que j'aimais. Et de la base, moi, je viens de la gestion de la paye. Et du coup, j'avais envie de continuer plutôt dans les RH. Et là, il n'y avait pas tellement d'opportunités pour moi dans la boîte. Après, si je partais, la problématique que j'avais, c'est que le logiciel sur lequel je travaillais, ce qui était une des forces de mon CV, ce logiciel-là, il était fini. Donc, que ce soit dans ma boîte actuelle ou dans une autre boîte, j'avais plus cette compétence, ou en tout cas, j'avais toujours cette compétence, mais elle ne servait plus à rien. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Si je pars, ça va être peut-être plus compliqué pour retrouver du travail, etc. Et je me suis dit que ce serait plutôt sympa d'en profiter peut-être pour faire une formation, parce qu'il faut savoir que moi à la base je suis rentrée dans le monde du travail avec un BTS et ensuite j'ai fait une licence en gestion des rémunérations, mais du coup j'ai pas le niveau master et je me suis dit ça peut être l'occasion, parce que du coup au fur et à mesure ils nous partageaient les négociations qu'ils avaient fait et ils avaient réussi à négocier un package dans lequel il y avait un budget formation de 14 000 € par salarié. Donc, je me suis dit, est-ce que ça pourrait pas être le bon moment pour me lancer dans un master, parce que dans le package, il y avait un certain temps où j'allais avoir le maintien de ma rémunération et j'aurais pu profiter de ce budget-là pour financer une formation. Donc, j'ai commencé à faire des recherches, à me renseigner au niveau des écoles, etc. et à monter un petit peu dans mon coin un petit dossier pour me dire, au moins, j'ai fait des petites recherches et ça peut correspondre à mon profil. Et en parallèle, on a avancé dans le processus du PSE. Et le PSE, du coup, il est passé auprès de la Directe. La Directe l'a validé. Donc, ça veut dire que, en fait, elle a donné son accord en disant qu'il était valide, que le projet que l'entreprise présentait pour le licenciement économique, il n'était pas déconnant et que c'était bon. Et donc, ça veut dire qu'ils étaient autorisés à licencier. Mais au lieu de licencier directement, ce qu'ils ont proposé, c'est de faire un plan de départ volontaire. Donc, le plan de départ volontaire, c'est quoi? C'est de dire, en fait, certes, il y a 70 postes à supprimer. Dans les 200 personnes qui sont potentiellement licenciables, est-ce qu'il y en a qui veulent partir d'eux-mêmes? Et s'il y en a qui veulent partir d'eux-mêmes, vaut mieux que ce soit eux qui partent d'eux-mêmes. Et qu'ensuite, les gens qui veulent pas partir, récupèrent les postes de ces personnes-là qui sont pas forcément supprimés. Alors que si on fait directement les critères d'ordre, on va peut-être faire partir des gens qui avaient envie de rester. Il y a peut-être des gens qui avaient des projets et envie de partir, mais le poste n'est pas supprimé. Et au final, qui vont rester. Donc, il y a toute cette histoire qui se met en place. Et du coup, ils nous ont proposé le plan de départ volontaire. Mais ce qui était un peu curieux et un peu spécial, c'est qu'on savait toujours pas si notre poste était supprimé. Donc, ça veut dire que tu te portes volontaire pour partir sans savoir si ton poste est supprimé. Ça, c'est un peu bizarre. Et ensuite, ils nous expliquent qu'il y a des prioritaires. Donc, ça veut dire que si tu te portes volontaire pour partir, tu es obligé de présenter un projet pour pouvoir partir. Et dans ces projets-là, il y a des projets qui sont plus ou moins prioritaires. Donc là, c'est l'entreprise avec les syndicats qui vont déterminer quels sont les projets les plus prioritaires. Donc pour eux, le projet le plus prioritaire, c'était soit parce que tu avais déjà tous tes trimestres pour partir à la retraite, tu avais l'âge de la retraite et que tu voulais partir. Là, tu étais en top priorité, tu étais sûr que ton projet était accepté et tu pouvais partir. Soit tu avais déjà trouvé un autre poste en CDI autre part, et du coup, tu avais déjà une promesse d'embauche, etc. Là aussi, tu pouvais partir. Soit tu avais un projet de création d'entreprise, mais du coup, bien avancé, avec un business plan, quelque chose d'assez solide à présenter, et là aussi, tu pouvais partir. Et enfin, soit tu avais un projet de formation, de reconversion professionnelle, et aussi, donc ça, c'était le dernier critère. Donc moi, j'étais dans le tout dernier critère. Et donc, vu que j'étais pas sûre que mon poste était supprimé, mais j'avais quand même de bonnes indications vu que mon logiciel était arrêté, je me suis dit, je vais quand même me porter volontaire. Parce que la problématique ensuite, c'est que si ensuite tous les volontaires, on n'a pas assez de volontaires qui décident de partir,
dans les personnes qui restent à la fin, eh ben, ces personnes-là, ils vont faire passer les critères d'ordre et malgré le fait que tu n'aies pas envie de partir, là, on va mettre des critères qui vont être ton ancienneté, est-ce que tu as une famille à charge, est-ce que tes parents célibataires, est-ce que tu es en situation de handicap. Ils vont faire une espèce de tambouille avec tous ces critères d'ordre et ça va déterminer quelles sont les personnes qui vont partir. Et ça veut dire que, par exemple, sur un poste, on pouvait avoir quelqu'un de senior qui avait 15 ans d'ancienneté, dont le poste était supprimé, mais parce qu'il faisait partie de la même famille de métier que quelqu'un d'autre qui venait juste d'arriver depuis 6 mois, cette personne-là était plus susceptible de partir que la personne qui avait 15 ans d'ancienneté. Du coup, pour être sûr que ton projet soit accepté et le fait que tu partes, valait vraiment mieux prévoir un projet pour partir dans le cadre du plan de départ volontaire. Et la seule chose qui m'a quelque part rassurée, c'est qu'ils expliquaient que si ton projet, si ton poste était supprimé, tu étais prioritaire par rapport à tous les autres. Donc que ce soit celui qui a un CDI, celui qui part à la retraite, celui qui a un projet de formation. Si ton poste à toi est supprimé, à partir du moment où tu as un projet, tu es sûr de partir parce qu'ils vont pas te forcer à rester alors que ton poste est supprimé pour te remettre quelque part d'autre et laisser les autres en place. Donc, en fait, il fallait vraiment avoir le dossier le plus béton et le plus solide possible parce qu'ils pouvaient dire que ton dossier ne tenait pas la route et tu pouvais pas partir. Et du coup, moi, comme j'avais quand même préparé pas mal en avant ce projet-là, j'ai monté mon dossier. J'en ai pas mal discuté avec des collègues aussi parce qu'on était tous dans le même bateau un petit peu. Et du coup, j'ai présenté mon projet à la commission qui a été accepté. Et donc, je suis partie dans le cadre du départ volontaire. Donc, ça reste un licenciement. Je bénéficie en fait de tout le package du licenciement. Mais c'est quand même moi qui ai décidé de partir au lieu d'attendre à la fin qu'est-ce qui restait et si je pouvais rester ou partir. Et donc, une fois que j'ai accepté, j'ai quand même dû continuer à bosser quelques mois et j'ai été réellement licenciée, on va dire, à la fin du mois de mai, à la fin du mois d'avril, pardon. À la fin du mois d'avril, donc depuis début mai, je suis dans ce qu'on appelle un congé de reclassement. Et le congé de reclassement, en fait, c'est une période pendant laquelle je continue à percevoir ma rémunération en attendant que je trouve un moyen de me reclasser, que ce soit en interne, mais bon, vu que moi je suis partie dans le cadre du projet, ça va plutôt être en externe. Donc soit je signe un CDI, et dans ces cas-là, une fois que je signe un CDI, là je vais définitivement sortir des effectifs, soit je ne signe pas de CDI, et dans ces cas-là, je reste encore dans le congé de reclassement. Pendant ma formation, je suis encore dans le congé de reclassement, et une fois que j'aurai trouvé du boulot, je sors du congé de reclassement. Dans notre cas, les syndicats, ils ont quand même réussi à négocier un congé de reclassement qui était très avantageux puisque c'est un congé de reclassement de 18 mois. Et du coup, pendant 18 mois, si je trouve pas de boulot, je suis assurée de percevoir 80% de ma rémunération. Et donc ça, c'est quand même plutôt confortable quand on sait qu'on va débuter la formation et que les personnes, et que on n'a pas trop à s'inquiéter financièrement. Donc j'ai trouvé que c'était une bonne opportunité de me lancer. Et donc, pour en revenir sur la formation, la formation, c'est un master que j'ai décidé de faire. Mais ce qui est un petit peu particulier avec le master, c'est que... alors, il y a quelqu'un qui veut faire partie de mon truc, je sais pas. Rimounette, je sais pas si t'as pas fait exprès ou t'as fait exprès. Tu m'as envoyé une invite pour faire partie de ma vidéo. Je te dis oui tout à l'heure si tu veux. Je finis juste... je finis juste de parler. Mais donc, ce que je voulais dire, c'était donc du coup, j'ai décidé de faire un master et c'est un master en organisation et conduite du changement. En fait, ça s'inscrit complètement dans ce que je faisais parce que je suis consultante SIRH. Si c'était que comme j'avais pas le diplôme, je me suis dit, non, mais il n'y a pas de problème, Rimounette, il n'y a pas de souci. Comme en fait j'ai pas de master et que souvent sur ces profils là je suis en concurrence avec des personnes qui ont des masters, je me suis dit ce serait bien de me lancer dans un master et de l'obtenir pour avoir un profil plus attractif. Par contre, j'ai pas 2 ans à consacrer à un master, donc je me suis dit vu que je fais déjà un petit peu le taf,
pourquoi pas faire un VAP. Je sais pas si vous savez ce que c'est un VAP. C'est la validation des acquis personnels et professionnels. Et c'est un petit peu différent de la VAE, dans le sens où là, ça ne te donne pas un diplôme, mais ça te permet d'accéder à un niveau supérieur du diplôme par rapport à ton expérience. Donc moi, là, par exemple, j'ai un niveau licence et je suis en train de faire un dossier VAP pour intégrer directement le Master 2, la deuxième année de Master, et ça m'évite de faire la première année de Master. Et donc, bah là, j'ai pas fini mon dossier VAP, c'est un peu long à faire, c'est un peu chiant, mais bon, il faut. Mais en tout cas, là, je suis en plein dedans et mes cours vont commencer le 25 octobre. Et donc, j'ai déjà eu l'accord de principe, en fait, des responsables pédagogiques de la formation. Donc, je sais que je suis prise, sous réserve que mon VAP soit validé. Donc, il faut bien que quand même je bétonne mon dossier. En revanche, il va falloir aussi que je refasse 3 UE de M1, donc 3 matières que je dois repasser de M1 en plus de tout le programme de la M2. Donc, j'ai beaucoup de boulot en perspective sur 2021-2022. Mais bon, on va y arriver, j'ai pas trop peur. Mais ça me stresse un peu quand même. Mais je me dis que ça va le faire. Après, bah voilà, c'est tout. J'ai passé les entretiens, j'ai été prise et là, je suis en train de finaliser le dossier jusqu'au 25 octobre où là, je vais commencer réellement les cours. Donc, qu'est-ce que ça signifie par rapport à Check Ta Paye? Bah, ça veut dire que quand même, vu que ça va me prendre quand même beaucoup de temps, je vais... Merci, merci. Vu que ça va me prendre beaucoup de temps, bah, je vais peut-être être moins dispo, moins réactive en commentaire. Là, j'essaye en fait de prendre un maximum d'avance sur la création de contenu pour qu'il n'y ait pas trop de trous, pour que vous ayez quand même pas mal de contenu. Mais c'est vrai que je vais être focus sur quand même mes études. Si c'est pour les reprendre, c'est idéalement essayer de les réussir quand même. Et j'aurai une longue période de stage à partir du mois d'avril. Je vais avoir 6 mois de stage. D'ailleurs, si vous cherchez des stagiaires en organisation et conduite du changement, non, je rigole. Enfin, je rigole pas en vrai, mais bon. En tout cas, je vais faire ensuite une longue période de stage. Et donc là, je vais avoir le boulot, le mémoire à préparer. Ça fait un peu bizarre de revenir sur les bancs de l'école. Moi, ça fait 10 ans que je travaille maintenant, donc ça me fait un peu bizarre. Mais bon, je me dis que ça devrait le faire. Après, voilà, je faisais déjà Check Ta Paye en parallèle de mon boulot pendant, déjà, j'ai commencé en avril, donc pendant un mois, je faisais ça en parallèle du boulot. Je m'en suis plutôt bien sortie. Et donc, je me dis qu'il y a pas de raison que ça marche pas. Et écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Après, vraiment, les PSE, en vrai, c'est quand même assez stressant. En tout cas, moi, c'est mon ressenti, dans le sens où c'est vraiment cette incertitude. Tu sais pas, en fait, à quelle sauce tu vas être mangé. Tu sais pas si tu vas rester, si tu vas pas rester. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote à ce sujet. Oui, il y aura le replay, je vais enregistrer le replay. Mais j'ai une anecdote à ce sujet, c'est que quand j'ai mis mon dossier, j'étais en train de faire mon dossier, j'avais pas encore la réponse pour voir si ça allait être accepté ou pas. Et en fait, j'ai eu une proposition de ma boîte qui me proposait de rester à un poste. Et ce poste-là, en fait, c'était lié au logiciel, parce que mon logiciel s'arrête, mais en fait, ils peuvent pas s'arrêter du jour au lendemain comme ça en disant, bon, au 1er janvier, c'est fini, débrouillez-vous ailleurs, parce que c'est des gros projets qui mettent un an, voire plus, à s'installer parfois. Donc, en fait, ils ont une durée de maintenance de 2 ans. Donc, pendant 2 ans, on continue à maintenir, à offrir un certain service sur le logiciel de paye, mais au bout de 2 ans, chacun se débrouille et ce sera fini. Et moi, on m'a proposé de rester pour assurer la maintenance en me disant, super, t'as un poste. J'ai pas compris pourquoi on me l'a proposé au moment où j'avais déjà fait mon dossier pour partir, mais du coup j'ai dit non. Mais en fait, en gros la proposition c'était, ça te dit de rester, t'inquiète pas, il y aura des opportunités même au bout de 2 ans, même quand la maintenance sera terminée, on te proposera autre chose. Mais bon, bref, en tout cas, ouais. J'ai dit non. Voilà, j'ai dit non. Je me suis dit, je vais tenter quand même ma chance ailleurs. Ouais, alors avec cette vague, tu vas transformer ce PSE en une chance. Ouais, c'est ça, totalement. En fait, je me suis dit, même si au début, ça a été quand même le choc, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire, etc. En fait, je me suis dit, je vais essayer de le transformer en opportunité, je vais essayer d'en faire quelque chose de positif. Mais c'est vrai que quand
tu as un CV, tu as des choses, tu as des atouts, là, vraiment, le coût du logiciel qui s'arrête, tu te dis, waouh, bah, en fait, ton CV, il est tout de suite moins joli. Donc, bah, on va essayer de compenser. Et je me suis dit que bah, avoir un master, ça compensera bien, ça me permettra d'avoir autre chose. Un logiciel de paye, je pense qu'on en apprend, on peut en apprendre plein. J'ai été gestionnaire de paye. À chaque fois que tu changes de boîte, pratiquement, tu as un autre logiciel. Donc les logiciels, on en change. Et bon, voilà. Et puis là, c'est l'occasion de faire le master, ce que j'aurais peut-être pas pu faire aussi facilement dans une autre situation. Est-ce que tu continueras à être payé durant les 18 mois? Oui, je continuerai à être payé durant les 18 mois à hauteur de 80% de mon salaire brut. Alors, ce qui est bien, c'est que dans un premier temps, pendant les 12 mois, je suis payée à 80% de mon salaire brut, mais comme c'est une indemnisation, il n'y a pas de cotisation, il y a très peu de cotisation salariale sur ces 80%, et du coup, ça fait pratiquement mon net habituel. Par contre, au-delà de 12 mois, comme en fait, ils ont dépassé la durée légale prévue pour ces 18 mois, pour l'allocation de reclassement, bah il y a plus cette exonération de cotisation, on va se remettre à payer des cotisations et du coup là j'aurai un petit peu moins, j'aurai à peu près 80% de mon net aussi, mais c'est pas mal et ça reste très avantageux par rapport à certaines personnes qui reprennent des études dans d'autres contextes. Ouais, bonne soirée Islande, merci. Ouais, c'est super, franchement, c'est super avantageux et c'est un peu le message que j'avais envie de passer parce que souvent quand je dis bah écoute, j'ai été licenciée ou je suis en phase de licenciement, les gens ils sont super tristes pour moi et tout et je comprends, on a l'habitude d'avoir cette image négative du licenciement, du départ, etc. Mais ça peut être aussi une occasion de rebondir, ça peut être aussi une occasion de faire des choses qu'on n'avait pas prévues, qu'on n'osait pas faire, mais là ça nous force un petit peu à aller explorer autre chose et d'autres solutions. Il y a Maïmoun qui nous dit « Je confirme, je suis en congé de reconversion et mes 80% correspondent quasiment à mon net. » Ouais, ça va être un tremplin pour toi en fait. Parfois, il faut s'en servir pour mieux rebondir. Tout à fait. C'est vraiment exactement comme ça que je le vois. Et je me dis, bah du coup, en plus, comme c'était toute cette période où en fait, on se posait plein de questions sur notre avenir et tout, ça a été aussi l'occasion. Je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas lancer Check Ta Paye et parler de ça, des salariés, de nos droits, parce que c'est vrai que c'est vraiment une période où tu réfléchis sur toi-même et ça m'a donné en fait envie de partager sur les réseaux sociaux, chose que j'aurais peut-être pas fait si j'avais toujours la tête dans le guidon avec plein de nouveaux projets professionnels, parce qu'au final l'activité s'est quand même ralentie, même si on avait beaucoup de travail, c'était quand même du travail moins intéressant, parce que avec un logiciel qui est en train de mourir, tout est en train de mourir, donc on finit, on essaye de bien peaufiner et finir les dossiers, mais on n'a pas des trucs super stimulants. Et donc du coup ça a été aussi l'opportunité qui m'a donné aussi envie de créer Check Ta Paye. Oui, c'est un licenciement économique d'Ikiz. En fait, c'est un PSE, ils ont supprimé 70 postes et au final, ça aboutit donc, je crois, à 56 licenciements réels. Vous avez un accompagnement pendant ce temps pour les créations d'entreprises et ou recherche d'emploi. Ouais, tout à fait. On a un cabinet en fait qui nous suit. D'ailleurs, si vous êtes un jour confronté à un PSE, n'hésitez pas à bien utiliser tout ce qu'on vous propose. Nous, ce qu'ils avaient proposé pendant toute la phase dessus, il y avait un accompagnement psychologique où tu avais un cabinet. Alors, tu avais droit à 4 séances sur toute la procédure PSE. Il y en a qui vont trouver que c'est peu, il y en a qui vont trouver que c'est beaucoup. Mais je pense que j'ai eu pas mal de collègues qui ont quand même profité de cet accompagnement parce que c'est pas facile à gérer. Et on a un accompagnement projet. Et donc, en fonction du projet que tu as, ce cabinet-là, il est spécialisé pour accompagner les salariés. Donc, ça a été choisi par les syndicats et la direction. Ils ont sélectionné un cabinet et ce cabinet, il nous accompagne. Donc, ceux qui ont des projets de création d'entreprise, ils sont redirigés vers des conseillers spécialisés en création d'entreprise qui vont les aider à faire leur business plan, etc. Et moi, j'avais un projet de formation. Du coup, j'avais une conseillère alors un peu plus généraliste et elle m'a accompagnée, elle m'a donné des conseils sur ce que je veux faire. Et si tu sais même pas encore forcément quelle formation tu veux faire, ils peuvent t'accompagner aussi dans des bilans de compétences, etc. pour apprendre
un peu plus sur toi et faire une bonne introspection avant de te lancer. Donc, il y a eu pas mal de choses comme ça. Après, aussi, ce qui était intéressant avec les budgets formation, c'est que je vous disais, il y a 14 000 € de budget formation par personne. Mais ce qu'il nous disait, c'est que c'était un peu les vases communicants. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui n'iront pas en formation, mais qui ont leur enveloppe de 14 000 €. Et il y a des gens qui vont aller en formation, mais qui vont peut-être avoir des formations qui vont coûter beaucoup plus cher que 14 000 €. Et du coup, ils n'étaient pas contre, en fait, l'idée de, sur le budget global, que certains dépassent si certains ne dépassent pas. Et du coup, il y a une commission qui continue à nous suivre avec la direction et le cabinet, du coup, qui sert entre nous et la direction, et du coup, qui va négocier. Donc, on a vraiment une conseillère ou un conseiller attitré qui nous aide, en fait, à présenter nos projets, si on a envie de bifurquer ou pas. Et ce que j'ai pas dit aussi, c'est pour tous ceux qui avaient un projet de création d'entreprise, mon entreprise offre 10 000 € pour ceux qui se lancent dans la création d'entreprise. Alors, faut savoir que la création d'entreprise, comme le fait d'intégrer un nouveau contrat de travail ou d'être en CDI autre part, et ben en fait ça te sort du congé de reclassement et ça fait que à ce moment-là, tu deviens créateur d'entreprise, donc t'es plus en train de chercher à te reclasser, mais par contre tu as une prime de 10 000 € pour t'aider à la création d'entreprise. Donc c'est vraiment pour ça que quelque part le PSE ça peut être vraiment un tremplin si tu arrives en fait à te détacher quand même assez émotionnellement de la situation et à avoir un projet que tu as envie de lancer. Ça peut vraiment être un tremplin. Ouais, on n'est pas lâché dans la nature et c'est pour ça que je sais qu'on critique pas mal la France, etc. Mais on a vraiment quelque chose qui nous protège et les syndicats, ils étaient vraiment derrière et c'est eux qui ont négocié en fait toutes ces conditions. Exactement, ouais. Et même pour ceux qui avaient pas vraiment de projet précis pour partir, en fait, ils ont négocié autre chose. C'est qu'en fait, les 18 mois de congé de reclassement, alors on a le droit, si tu pars dès le début, admettons tu as tout de suite trouvé un autre contrat de travail, et tu bénéficies de 50% des sous qu'on t'aurait donné sur les 18 mois de congé de reclassement. Alors après, c'était plafonné à 12 mois. Donc en gros, tu peux avoir jusqu'à 6 mois de salaire qui te sont versés si par exemple, je sais pas, le 30 septembre, tu quittes le congé de reclassement et il te reste 12 mois que tu n'as pas touché, et en fait, ils te versent la moitié des 12 mois en salaire. Donc ça, c'est aussi super intéressant pour quelqu'un qui pas forcément envie de se lancer dans la création d'entreprise, qui a pas non plus envie de se lancer dans une formation. Tu peux tout simplement prendre les sous et partir. Donc, tu n'auras pas 100% des sous, mais 50%, c'est pas mal aussi. Donc, vraiment, je sais que ça peut faire peur les PSE, mais faut essayer de voir le positif. Et souvent, il y a vraiment beaucoup de gens qui n'avaient pas envie de partir. Et du fait qu'il y avait des personnes qui avaient peut-être pas des postes supprimés, mais qui, eux, avaient envie de partir parce qu'ils avaient des projets de création d'entreprise, ça s'est plutôt bien goupillé. Il y a très peu de licenciements forcés. En fait, il y a eu très peu de licenciements forcés. Je crois qu'il y en a eu moins de 3 ou 4 qui ont vraiment dû partir alors qu'ils n'avaient pas envie de partir. Et ça c'est un peu triste effectivement parce que même si tu as des super conditions, si t'as pas envie de te former, t'as pas envie d'aller ailleurs et que t'as pas envie de créer une entreprise, quand on te pousse vers la sortie, c'est toujours triste. Mais malheureusement, l'entreprise là pour le coup, elle doit rester compétitive et là c'était dans leur stratégie commerciale qui les avait fait prendre cette décision et qui avait dit et pour laquelle ils avaient décidé de supprimer ce service là parce que ils se trouvaient pas assez compétitifs dans cette configuration. Donc personnellement, moi je me dis pas ça se fait pas, c'est pas gentil, etc. La seule chose que je me dis c'est la vie en fait. Après l'entreprise aussi, elle a des contraintes, hein. Elle va pas forcément faire passer l'intérêt des salariés avant les siens, mais toujours est-il que alors attends, je te réponds juste après Maïmoun. Toujours est-il que en tout cas le principal c'est que le salarié, on ne lui dise pas juste merci, au revoir et qu'il soit pas protégé. Il faut qu'on l'accompagne pour se reclasser ailleurs ou dans l'entreprise sur un autre service. Vous toucherez le solde de tout compte ainsi que les indemnités à l'issue des 12 mois, right? Alors,
On a touché une partie du solde de tout compte à la fin du préavis. Donc moi, comme je suis cadre, j'avais un préavis de 3 mois pour le départ. Donc comme je suis partie fin avril, enfin donc début mai, j'ai touché une partie de mon solde de tout compte en fin août. Et du coup, dans cette partie du solde de tout compte, j'avais le paiement de mes congés payés, de mes RTT. Et ils nous ont quand même payé la moitié de l'indemnité légale de licenciement. Et du coup, tout le reste, ce sera à la fin du congé de reclassement. Donc, les syndicats avaient négocié aussi un demi-mois de salaire supplémentaire par année d'ancienneté, donc en plus de l'indemnité légale. Bon, moi, ça va pas voler haut, hein, parce que j'avais tout juste 1 an d'ancienneté, donc ça va pas voler haut. Mais n'empêche que ceux qui ont 10 ans, 20 ans, ça peut faire quand même représenter une certaine somme. Et eux, par contre, ils ne la toucheront qu'à la fin du congé de reclassement, donc soit tout au bout des 18 mois, soit au moment où ils décident de partir dans l'autre entreprise et du coup qu'ils quittent le congé de reclassement, soit qu'ils créent une entreprise. Voilà, et c'est les 3 cas en fait. Ouais, il faut relativiser et en tirer le positif, je suis d'accord, ça se passe pas pareil dans d'autres pays. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, à propos de ça, il y avait vraiment cette histoire parce que en parallèle, toujours dans les équipes projet, comme c'était une grosse boîte, il y avait aussi des salariés en Espagne qui étaient licenciés. Et eux, par contre, ils ont quand même négocié un package puisqu'il y a quand même des choses qui sont faites. Mais eux, c'est vraiment, tout est donné financièrement. Du coup, ils avaient eu, je sais plus moi, 2 ou 3 mois de salaire par année d'ancienneté. Mais il faut savoir que eux, il n'y avait pas de formation, il n'y avait pas de congé de reclassement, il n'y avait pas d'accompagnement. Donc après, c'est différent d'une entreprise à une autre. Et même quand nous, il y avait la négociation, les syndicats négociaient un peu pour tout le monde. Il faut savoir que les intérêts étaient quand même assez différents. Il y avait des gens qui savaient qu'ils avaient un profil super intéressant, qu'ils allaient facilement trouver du boulot. Et eux, ils voulaient un maximum de sous. Donc, ils mettaient un peu la pression pour avoir les plus grosses indemnités. Et il y avait d'autres personnes qui étaient peut-être un peu plus inquiètes parce que du coup, elles disaient j'ai perdu, j'ai peur parce que moi, à l'époque où je suis rentrée, c'était il y a 15 ans. Et aujourd'hui, je suis une assistante, je sais pas si je vais trouver aussi facilement un poste avec mon ancienneté au même salaire. Et du coup, elle préférait l'idée qui est un plus long congé de reclassement. Pareil, moi, par exemple, si je vous donne mon cas, moi, j'avais que 1 an d'ancienneté. Donc, même si on négocie le nombre de mois de salaire, tu vois, ils ont négocié un demi-mois de salaire. S'ils avaient dit 2 mois de salaire, ça fait pas une très grosse différence pour moi parce que x1, ça fait toujours pas énorme. Alors que quelqu'un qui a 15 ans d'ancienneté, fois 2 mois de salaire ou fois un demi-mois de salaire, ça fait quand même une très grosse différence. Donc lui, il avait plutôt intérêt à ce que les syndicats négocient dans le sens où on augmente le nombre de mois de salaire. Alors que moi, j'avais plutôt intérêt que le congé de reclassement soit très long parce que dans tous les cas, que tu aies 1 an d'ancienneté ou 15 ans d'ancienneté, ce sera la même durée de congé de reclassement pour tout le monde. Donc, il y avait vraiment tout cet aspect assez politique de la chose où les gens essayaient de parler avec les syndics, de faire entendre leur voix, etc. Et c'était super intéressant, même si c'était un peu stressant aussi. Bon, après, c'est vrai que moi, j'avais pas trop d'attentes parce que j'étais pas là depuis très longtemps, mais je suis super satisfaite. Je trouve que la négociation, elle a été bien faite par les syndicats parce que les populations les plus fragiles, elles sont plutôt bien protégées dans le package qu'on a eu. Donc, voilà. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport au PSE? Est-ce que vous avez vous aussi eu des PSE dans votre vie, des licenciements, des ruptures conventionnelles? Dites-moi si vous en avez eu, si vous avez des questions. Je ne sais pas s'il y a des trucs dans la boîte à questions. Ok, non, je sais pas, ça me met les questions sur ma story. Non, j'ai pas de questions dans la boîte à questions. Ouais. Donc voilà, donc là je suis en mode retour sur les bancs, les bancs de la fac, sur les études et voilà, je suis contente. J'ai un peu d'appréhension, mais je suis plutôt contente. Bon, s'il n'y a pas de questions, je vais vous laisser. En tout cas, écoutez, merci de m'avoir écouté. Je suis contente de vous avoir. Ah, Maïmoun qui me dit, je suis dans le même cas que toi.
T'es sur un PSE en ce moment aussi ou tu l'as déjà eu? Parce que il y a quelqu'un qui m'a expliqué qu'il avait 80% aussi de sa pension et que ça lui donnait pratiquement son aide habituelle. Parce que c'est vrai qu'avec le confinement, avec tout ça, il y a eu énormément de licenciements, de PSE, etc. Et c'est vrai que il y a des gens, des fois, on leur propose des ruptures conventionnelles, etc. Dites-vous quand même que les licenciements économiques sont plus favorables en général pour vous. Et même dans les petites boîtes, parce que là, moi, j'étais dans une grosse boîte. Ouais, j'étais dans une grosse boîte, du coup j'avais le congé de reclassement. Les petites entreprises n'ont pas de congé de reclassement, mais elles ont ce qu'on appelle le CSP, le contrat de sécurisation professionnelle, et du coup c'est une période qui peut aller jusqu'à 12 mois où c'est un petit peu le même principe que le congé de reclassement, où tu bénéficies en fait d'une indemnité, mais c'est pas ton entreprise qui la donne, en fait c'est le Pôle emploi, il me semble, je sais pas trop, je vais vérifier, je vous redis ça. Super, merci Rimounette. Bonne soirée. Est-ce que tu comptes te consacrer pleinement à ton projet pro ou reprendre une activité professionnelle en parallèle de ta formation? Alors, pour l'instant, le projet de Check Ta Paye, je continue sur Instagram, je donne du contenu gratuit, j'essaye de suivre au mieux que je peux. Donc, il est à ce stade-là. Après, si demain j'ai fini ma formation et que je vois que ça plaît, je me vois bien continuer. Par contre, et peut-être aller plus loin dans le côté vraiment professionnalisant et peut-être trouver une source de revenus qui peut être associée. Mais pour l'instant, c'est pas au programme parce que je me concentre sur la formation. Et non, je vais pas reprendre une activité professionnelle en parallèle de la formation, tout simplement parce que mon salaire va être maintenu en fait pendant la formation et que si je travaille, il risque de couper mon salaire et que je pense qu'avec la formation, comme je le disais un peu plus tôt, j'ai tout le programme de M2 et j'ai 3 matières de M1 à rattraper en plus. Du coup, je pense que je vais être super chargée, donc je ne vais pas pouvoir bosser encore en plus à côté. Ouais, c'est toi qui avais dit ça, Maïmoun. Ouais, plan de départ volontaire depuis le 30 avril. Ça arrivait à peu près en même temps que moi. Écoutez, merci beaucoup. Merci Alexandra, merci Maïmoun, merci tous ceux qui m'ont écouté. Écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les remettre en commentaire. Et on en reparle. Et à bientôt et vivement demain je vous donne le thème pour le mois d'octobre et je vous le donne en avant-première. Ça va être sur le fait de se prendre en main. Ça va être take the control. Voilà, bisous, salut tout le monde, ciao ciao.